amis du tennis, vous êtes dans Retour Gagnant, votre émission du mardi sur HBO Max, sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Ici, on décortique le tennis, on parle tennis, on mange tennis toute l'année et en très belle compagnie, parce que du tennis, il y en a toute l'année évidemment sur nos antennes sur Eurosport. Et on sort tout juste de la finale de Hangzhou, commentée par Georges Goven et Olivier Canton. Et malheureusement, la défaite de notre Français, Valentin Royer, battu par un excellent Alexander Bublik. On va en parler, mais vous vous êtes régalé, je crois. Ah, bah, tout le monde s'est régalé, non? C'était super, franchement. Je pense que les gens match. devant leur télé ont dû se régaler aussi, parce que c'était un match d'une grande qualité, avec un Bublik qu'on connaît, qui est créatif, qui fait plein de choses, qui est agréable. On va faire Et voilà, et puis belle résistance de Valentin. On va parler. Je m'arrête. Ouais, on va parler du très beau parcours de Valentin Royer jusqu'en finale à Hangzhou. Il y a eu beaucoup de premières pour lui sur ce tournoi. Il était issu des qualifications. Il a perdu en 2 tie-breaks 7-6, 7-6. On va également évoquer la tournée asiatique, puisque ce tournoi lançait cette tournée asiatique. Il y avait aussi Chengdu sur Eurosport, la victoire de Tabilo d'ailleurs face à Lorenzo Musetti. Très belle victoire pour le Chilien. Cette tournée asiatique est un peu coincée entre la Lever Cup qui fait venir tous les meilleurs et puis la tournée indoor européenne et puis le Masters 1000 de Paris. A-t-elle un intérêt, la tournée asiatique? C'est la question qu'on va se poser. Et on reviendra également donc sur cette Lever Cup et sur les performances de Taylor Fritz, qui a brillé avec l'équipe monde. Peut-on accorder du crédit à ses victoires face à Carlos Alcaraz et à Sacha Zverev? Oui, non. Voilà, Évidemment, c'est parfait, voilà, c'est bien lancé. Le oui débat et est non. lancé. Le débat est lancé, mais on va démarrer avec cette finale à Hangzhou, donc, entre Valentin Royer et Alexander Bublik. Première finale pour le Français, qui était issu des qualifications, qui a eu un super parcours toute la semaine en Chine, avec beaucoup de premières, Olivier, pour le Français. Ah bah, ça a été la grande révélation, hein. Il tape Rublev, il bat Lerner Tien, il bat Corentin Moutet en demi-finale, que des joueurs qui sont solidement installés dans le top 50, top 40 mondial. C'est évidemment sa première finale pour lui à ce niveau. Il avait disputé beaucoup de finales sur le circuit Challenger. C'est un joueur qui n'est pas tout jeune, qui a 24 ans, qui est encore en pleine ascension. C'est vrai que c'est l'année des premières, puisqu'il y a encore quelques mois seulement, il n'avait pas gagné un match sur le circuit principal. Il gagne son premier match sur le circuit principal, c'était à Wimbledon. Il passe aussi un tour à l'US Open. Ça lui permet d'intégrer le top 100. Mais alors, de là à le voir atteindre la finale ici à Hangzhou, c'est tout simplement invraisemblable, surtout au terme de ce parcours-là. Vous imaginez qu'il est maintenant 75e mondial. C'est une ascension assez vertigineuse pour ce garçon que moi, comme beaucoup, connaissait très très peu et qui m'a épaté par la qualité du tennis produit. Au-delà de la qualité, c'est par les intentions, par son absence de nervosité. Il l'a encore montré en finale face à Bublik. C'est un joueur qui y va, qui est percutant et qui n'a pas été loin, encore une fois, de faire trembler l'un des meilleurs joueurs de cette deuxième moitié de saison. On l'avait fait venir dans Retour Gagnant à Roland-Garros, Valentin Royer, où il disputait son premier tournoi, son premier tableau final dans un grand chelem. Il avait perdu au premier tour, mais on avait senti qu'il y avait de l'ambition et de la sérénité dans le travail qui avait été mis en place, Georges, et on voit que là ça porte ses fruits avec cette ascension qui est pas fulgurante mais qui est ce qui est intéressant, c'est le parcours, quoi. C'est un garçon, il était à 75 matchs là avant le début du tournoi cette année. C'est un Stakhanovitz, il joue beaucoup, donc il emmagasine de l'expérience. Avec son coach que je connais très bien, Julien, ils ont beaucoup travaillé tous les éléments du jeu, et ça se met en place à tous les niveaux. C'est-à-dire, cette année, il gagne deux challengers à Kigali. Là, il emmagasine déjà un peu de confiance. Derrière, il commence à rentrer dans des plus grands tableaux, et puis il s'aperçoit qu'il est capable de battre des joueurs de très haut niveau. Et tout ça, vous savez, on franchit les marches, on progresse, et il l'a démontré encore aujourd'hui, même s'il perd, parce que 7-6, 7-6 contre un très bon Bublik, parce que Bublik, il a servi l'acier aujourd'hui. Il est à plus de 20 aces. Donc, vous voyez, il est dur à jouer quand il joue comme ça. Il perd 7-6, 7-6, très très difficile les deux tie-breaks. Sa gestion émotionnelle est impeccable. On pouvait se dire quand même, première finale, forcément, il y aura de l'émotion, de la nervosité. Pas du tout. Finalement, le seul moment où il aura quelque peu tremblé, c'est dans le tie-break du premier set, où il commet deux, trois fautes en coup droit qui donnent le tie-break à Bublik. Mais sinon, il aura été impeccable dans la deuxième manche. Et je vous le dis, vraiment pas loin d'aller chercher ce set. Et Bublik lui a rendu hommage
message d'ailleurs à la fin du match et il a bien raison. Je pense que c'était sincère et on espère maintenant qu'il va poursuivre sur cette dynamique-là. Mais vraiment, chapeau, c'est encore un Français qu'on découvre, encore un Français dans le top 100. Non, c'est formidable. On en est à 13 ouais. de top 100, c'est ce qu'on disait. Hein. Ah bah, il y a une très très belle construction, on en a parlé souvent. Il y a souvent beaucoup de critiques sur le tennis français parce qu'on compare aux Italiens, mais les Italiens, ils n'en ont pas plus que nous, mais ils ont Sinner. Et nous, ce qui nous manque, c'est un joueur qui soit capable d'aller gagner les grands chelems. Sinon, avec 13 joueurs dans le top 100, on est parmi les nations les plus représentées dans l'élite. Oui. Valentin Royer, donc, qui, on l'espère, va continuer à progresser. On voit, il fait partie de ces Français donc, en finale en 2025. C'était le 6e, après Alexander Muller, qui a fait 2 finales, dont un titre cette année, Corentin Moutet, Hugo Humbert, Arthur Cazot, Gaël Monfils. Voilà, c'était le 6e Français. Le problème, c'est que les titres, ils ont eu lieu en début de saison. Hein. Oui, Hong Kong, Auckland et Marseille. Là, on est un petit peu plus dans le dur. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu un parcours un peu sinueux. Enfin, il n'a pas le parcours classique d'un joueur français formé par la Fédé. Il a joué en Europe centrale parce qu'il avait suivi sa famille quand il était jeune. Il est passé par l'académie de Tipsarevic également. Donc c'est un autre parcours. Ça prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre l'élite. Et c'est bien aussi de voir ce type de parcours-là et de joueurs se révéler. Et franchement, sur ce qu'il a montré, pas de raison qu'il ne poursuive pas sur sa lancée, qu'il ne s'installe pas durablement dans le top 100. Enfin, moi, c'est mon analyse, hein, parce qu'il est solide partout. Tout à fait. Je crois qu'on a vu qu'il n'y a pas vraiment de lacunes dans son jeu. Physiquement, il est très présent, il sert fort, il sert très bien. Coup droit, il a un gros coup droit, très bon revers, il vient à la volée quand il faut, il se déplace bien. Voilà, tous les éléments pour bien jouer sont là. Hein. Il a été battu donc par plus fort que lui, ça on peut le dire, Alexander Bublik. Il a une sacrée saison 2025, lui aussi. 4e titre cette année, donc c'est le 2e meilleur joueur au palmarès derrière Carlos Alcaraz qui en a remporté 7. Et surtout, il a gagné un titre sur les 3 surfaces. Et ça, c'est un petit peu nouveau chez Bublik, qu'on savait beaucoup plus en difficulté sur terre battue par exemple. Et bah, ça y est, il les a gagnés, ces titres sur terre battue. Et là, il devient un joueur très complet. C'est le seul en 2025 avec Carlos Alcaraz à avoir gagné sur les 3 surfaces. À Kitzbühel, à Stade, les 2 sur terre battue. Et donc à Halle, où il a battu au passage Yannick Sinner. Et puis moins fantasque. Il garde toujours cette sérieux, créativité, cette folie de temps en temps, comme on l'a vu en finale, où il claque un ace sur seconde. C'était sur la balle de 7 à 216 km/h dans le tie-break de la première manche. Mais sinon, on sent qu'il est quand même beaucoup plus stable. Il ne part pas dans tous les sens. Voilà. On n'en a pas vu, par exemple. Quand même un peu moins d'amorti qu'à un moment donné, même s'il en fait encore. Mais il se prend au jeu de la victoire. On sent il garde cette créativité, mais avec moins de risques un peu loufoques. À bon escient, et on voit le plaisir aussi et l'émotion sur la balle de match. Puis voilà, 12e à la race, ça veut dire que pour le Masters, il est présent. On va arriver dans ce dernier tiers de saison avec de l'indoor, où évidemment il pourra faire parler la qualité notamment de son service, parce que là il a été incroyable. Enfin, j'en reviens pas encore. Je suis sous le choc, c'était phénoménal. Ouais, exactement. Moi aussi, je suis sous choc sans mots. Non, mais j'étais ému en plus par ce qu'a dit Valentin. Après, à la cérémonie, on a senti qu'il y avait un gros poids là, derrière lui et que tout se lâchait d'un seul coup. Moi, j'aime bien quand les joueurs sont nature comme ça et qui se dévoilent, qui ne restent pas dans des discours. Je remercie le sponsor, le machin, le truc. Et puis, c'est un peu froid. On aime bien qu'il y ait un peu de chaleur. Et il y en avait là. Vous savez ce que j'aime chez vous, Georges et Olivier ? Rien. C'est ma veste. Vous n'avez pas entendu cette punchline de Yannick Noah ? Dans les discours d'après-match, Yannick Noah, qui coachait la Team Europe, a eu ce discours-là en disant « Vous savez ce que j'aime chez vous, la Team World ?» Donc là, tout le monde attend et dit « Bah rien ». Tout le monde se marre. Voilà, ça, c'était pas un discours convenu du capitaine de la Team Europe en Lever Cup. On a bien débriefé cette finale avec les 2 commentateurs phares d'Eurosport, cette finale de Hangzhou. Et on a eu une petite surprise, on a le plaisir d'avoir Valentin Royer, le finaliste de Hangzhou, juste après cette première finale sur le circuit ATP. Merci d'être avec nous, Valentin, c'est top. Qu'est-ce que tu retiens de ce beau parcours, de cette finale surtout, où tu n'es pas passé loin de tie-break face à un excellent Bublik? C'était un sacré match. Ouais, un sacré match qui joue à vraiment pas grand-chose, honnêtement. C'était très chaud, ça se joue à, je pense, entre les 2 tie-break, 4-5 points, des coups droits par-ci par-là, du petit placement qui est un peu négligé.
voilà, avec un peu de fatigue de la semaine peut-être, mais ouais, ça joue à vraiment pas grand-chose. Il a vraiment bien servi. Je vais pas dire le mot, mais il a vraiment bien servi. Surtout à 6-4, le mec me sort quand même une deuxième balle à 220 km/h sur le T. Donc voilà, mais dans le deuxième, c'est dommage parce que j'ai deux balles de break, un point incroyable, je crois à 15-40. C'est dommage, je le vois pas partir vraiment croisé en fait. Je le vois pas vraiment et c'est parce que je sais qu'il y avait quand j'ai revu les images, j'ai vu la place long de ligne, je me suis dit, ah, putain, c'est dommage. Mais ouais, c'était un gros match de serveur, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas eu de break du match. Lui, il était à, je pense, plus de 20 aces, moi plus d'une dizaine d'aces aussi. Voilà, puis c'était un public en forme aujourd'hui. Donc ouais, je suis quand même content de ma performance et surtout, je garde beaucoup de positifs de ma semaine. Oui, parce qu'on t'a pas senti du tout impressionné hein, de jouer cette première finale sur le circuit ATP face à un top joueur. C'est ce parcours-là qui t'a aidé à arriver dans cet état d'esprit en ayant battu un premier top 20. Hein. Tu bats Andrei Roublev sur le chemin de cette finale. T'as senti très serein pardon, tout au long de cette semaine. Ouais, en fait, euh, avant de jouer Roublev, quand j'ai battu Kovacevic au premier tour et que j'ai vu que je jouais Roublev, je me suis concerté un peu avec ma team et tout pour aborder le match de la meilleure des manières. Et c'est vrai que j'avais joué avant que je joue Roublev à l'US Open, j'ai joué Shapovalov. À Cincinnati, j'ai joué Kachanov. À Wimbledon, j'ai joué Tsitsipas. Donc c'était pas la première star que je jouais dans ma carrière. Donc voilà, j'avais un peu d'expérience par rapport à ça et je me suis dit, il a deux bras, deux jambes. Voilà, c'était quand même un super match. Donc j'ai vraiment été, j'y étais au trip. J'ai vraiment joué mon tennis. J'ai mis vraiment de côté, voilà, ce qui a été la personne en fait, le Andrei Roublev et tout. J'ai vraiment mis ça de côté pour vraiment le prendre juste comme un joueur de tennis. Lambda, même si c'est pas un joueur de tennis lambda, mais c'était vraiment une belle performance. Et aujourd'hui, j'avais un peu la même mentalité que contre Public, que contre Roublev, pardon. Donc, ouais, c'était quand même un bon match aujourd'hui, une performance, je pense, honorable, même si voilà, j'aurais vraiment voulu gagner. J'étais un peu, voilà, remise des prix un peu émotionnelle, un peu fatigué de ma semaine, enfin des 10 jours là. Et il faisait chaud. J'ai pas mal puisé dans mes capacités physiques. C'était vraiment, ouais, un parcours, un gros parcours cette semaine. Et c'est pour ça que voilà, à un moment donné, les nerfs commencent à lâcher à la fin. Et c'est vrai que c'était un peu dur. Ouais, voilà, je vois les images. Ouais, c'était pas facile à la fin pour dire ce que j'avais à dire au micro. Mais voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Mais ouais, c'était quand même Justement, une belle semaine et c'est je suis vraiment content. c'est l'arme, justement, Valentin, déjà bravo, parce que tu dis que tu as fait une performance honorable, tu as Ouais. fait un super match et globalement, évidemment, un tournoi magnifique. Mais voilà, elles veulent dire quoi? Elles signifient quoi quand même ces larmes? Parce qu'on sent que voilà, il y a quand même toute l'émotion qui ressort, il y a beaucoup de travail. On rappelle, tu es un joueur qui a 24 ans, évidemment, tu es encore un jeune joueur en construction, mais j'imagine qu'il y a eu des moments difficiles. Là, tu sens maintenant que tu es sur le bon chemin, mais on imagine que tu as dû passer par des moments difficiles avant d'en arriver là. En fait, à ce moment-là, je me rappelais vraiment tout le, tout le parcours un peu que j'ai fait depuis que j'ai commencé le tennis et surtout depuis que j'ai eu envie d'être professionnel et de jouer au plus haut niveau mondial. Voilà, tous les sacrifices, tout le travail effectué, les heures et les heures et les heures d'entraînement sur le terrain, en dehors du terrain, le physique, le mental, les moments de doute où à un moment donné, voilà, il y a pas si longtemps, enfin, il y a pas si longtemps, il y a peut-être voilà, une bonne 3 ans, je me posais des questions. J'étais 400e mondial, j'avais 21 ans, je voyais
tous les mecs, enfin, il y avait beaucoup de mecs qui avaient mon âge, qui étaient proches de la 100e place, entre 100, 150, 170. Et moi, j'étais encore 300. Ouais, c'était compliqué. Je me posais des questions sur mon futur. Il y avait rien de certain pour moi à ce moment-là. Donc c'est vrai que voilà, euh, avoir cru à mon projet et en mon rêve de devenir voilà un joueur de tennis au meilleur niveau mondial, c'était vraiment pour moi. Voilà, quand je me suis rappelé, ces moments-là de doute, de questionnement, de travail acharné, et c'est des choses qui me pleuraient, voilà, parce que c'est des choix de vie, quoi. C'est des sacrifices de ne pas voir sa famille, de partir loin, d'avoir vraiment voilà, de quitter sa famille qui est à l'étranger. Ouais, c'était pas des choix faciles à faire, mais voilà, aujourd'hui, si je devais refaire tout ce que j'ai fait, ben, je regrette aucun choix que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si c'était à refaire, maintenant, si c'était à refaire, je le referais, mais il y a encore, j'espère, je me souhaite en tout cas une belle carrière pleine et longue. Il y a eu un vrai cap de passer cette année pour toi, c'est vrai, on t'avait reçu pendant Roland-Garros avec cette première participation en Grand Chelem, puis ensuite les premières victoires à Wimbledon, à l'US Open. Là, c'est une première finale sur le circuit, tu passes pas loin. Est-ce que tu vas avoir des objectifs pour la suite de la saison et puis pour l'année 2026 après cette belle année 2025? Pour l'instant, le gros objectif de l'année 2025, c'est de rester dans le top 100. J'ai encore 75e, hein, là, avec 2-3 cette points à finale. défendre. Ouais, bah voilà, je l'apprends en même temps que vous. Voilà. C'est beau, mais voilà, C'est encore une ambitieux. fois, moi, à long terme, c'est pas ce que je vise. Voilà, il y a encore beaucoup de taf. Je l'avais dit sur d'autres médias, mais j'ai encore rien fait dans le tennis, hein. J'ai fait une finale sur le circuit principal. J'ai pas de titre, j'ai pas fait de deuxième Grand Chelem, j'ai encore rien fait dans le tennis et j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Je pense qu'il y a une belle marge de manœuvre sur mon tennis, même si voilà, j'ai prouvé des belles choses, je pense, cette semaine, notamment mentalement. Mais ouais, il y a encore beaucoup de progrès. Aujourd'hui, ben, les petits détails qui font que ben, lui, il passe devant aujourd'hui, par exemple, Bublik, ben, moi, c'est marrant parce qu'on en reparlait avec mon coach dans la voiture et puis je me remémorais un peu les moments du tie-break, mais au final, c'est moi qui fais les points et les fautes dans le tie-break. Lui, sur les points où il fait des slices, des trucs comme ça, il fait pas grand-chose en fait au final, et c'est moi qui fais les fautes. Donc ouais, si à ces moments-là, je sais un peu plus serrer la vis voilà, ou me rendre compte voilà, des petites choses à améliorer à ces moments-là pour prendre des zones un peu plus larges, prendre un peu du recul et être un peu plus lucide pour pouvoir voilà, mieux jouer et mieux aborder ces moments. C'est ça la marge de progression que j'ai. Voilà. Puis encore la marge de progression sur le retour, sur Robert, il y a encore plein de choses. Quand je vois le niveau de Sinner et d'Alcaraz, je me dis qu'il y a encore plein de choses à améliorer. Et ouais, je veux tendre vers ça, quoi. D'être encore un joueur encore plus complet, de pouvoir m'adapter à n'importe quelle surface, à n'importe quelle condition, à n'importe quelle balle. Voilà, je galère encore un peu dans la chaleur, dans l'humidité, donc il y a encore pas mal de trucs à travailler. Et puis même mentalement, de pouvoir voilà, aujourd'hui, je pense être capable d'accrocher et de battre des gars qui sont dans le top 20 mondial. Maintenant, bah, voilà, va falloir serrer encore plus la vis pour pouvoir bah, rivaliser contre des gars dans le top 10 et dans le top 3, 2 et 1, quoi. Donc voilà, c'est des beaux objectifs. Ouais, C'est les trois une coups belle droits. ambition. C'est les trois coups droits du tie-break du premier set qui te coûtent cher parce que en termes de niveau, tu étais vraiment au même niveau que lui. Et lui, si tu veux, par rapport à l'an passé, je pense que le niveau qu'il avait l'an passé, t'aurais gagné ce match. Parce que l'an passé, il aurait balancé des amortis n'importe où, n'importe comment, il serait désuni. Là, il reste il très a été, sérieux. je pense, il a été exceptionnel dans ce qu'il a produit parce que vraiment, tu as produit un tennis super, Valentin.
tu as attaqué quand il fallait, tu jouais juste. Il y a eu ces 3 fautes qui nous ont même surpris parce que tu as été monstrueux en coup droit pendant tout le premier set et tu fais 3 fautes un peu bêtes où tu n'es pas vraiment en difficulté dans le tie-break. C'est peut-être ça qui te couche le match. Donc tu vois, tu es vraiment tout près dans ce match et moi je te dis bravo et continue comme ça. Merci, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est des coups droits qui m'ont un peu coûté cher, surtout dans le premier set. Ouais. Ouais, on va pas enfoncer le clou. Voilà, Hein. C'était un c'est bon, super on match. va pas revenir sur ces 3 cours. Attends, Il y en aura une plein semaine de d'autres. fou. Oui. Faut Il y en aura plein d'autres. mais Mais là, on reconnaît il y a le des- coach ça fait qui mal. genre. Non, là, ça Là, va. c'est le coach qui parle. Voilà. Bon, bah, je m'en vais. Non, Merci. non, on a une Salut, dernière Valentin. question. On a une dernière Ah ouais, question. on a une quand même, question hyper Valentin. importante. Hyper importante parce qu'on a remarqué un truc assez étonnant sur ta bio sur le site de l'ATP. Est-ce que c'est vrai que tu es fan de Dave, le chanteur français Dave? Alors, Attention à Ou ce que c'est tu une dis. blague? Alors- Attention à ce que tu dis. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient. Ah bon? Alors, je crois qu'il y a un petit quiproquo parce que c'est pas du tout Dave, c'est pas Dave en français, c'est Dave, c'est un rappeur qui est anglais. C'est ce qu'on s'est un peu Ça dit. n'a rien à voir. On était un peu étonnés parce que bon, 24 ans, Dave. On il y aime a beaucoup quelque chose- Dave en France, hein, Non, non, mais Vanilla, voilà, tout ça, et c'est c'était un super, peu hein, mais étonnant. on était quand même un peu surpris. J'aime bien la Donc, c'est variette. ça. J'aime bien la variette, mais d'ici là, Dave, bon. Bon, Bon, bah, on va aller écouter Dave le rappeur alors, pour se mettre à la page. Merci beaucoup Valentin Merci, de nous avoir Valentin. éclairé là-dessus déjà et de nous avoir donné ton ressenti et puis ton ambition pour la suite de ta carrière. Juste là, une dernière petite question rapide de la suite du programme. Ouais. C'est quoi alors pour toi? Tu disais pendant la cérémonie, c'est Shanghai, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a le challenger de Jinshan qui est à côté de Wuhan, justement. Mais il faut que j'y aille demain parce que faut que je signe des papiers pour me retirer, malheureusement, parce que sinon, je prends des pénalités. Donc, j'y vais juste demain. Je vais y aller pour me retirer et ensuite cap sur Shanghai. Euh, voilà, en espérant ne pas me prendre le super typhon qui fonce droit sur la côte hongkongaise là, et chinoise que j'ai vu là. Je crois que c'est le plus gros typhon de l'année, des vents à 250 km/h. On va voir ce que ça donne, mais voilà. Très bien. On me souffle une dernière question dans l'oreillette. On a vu la dédicace sur la caméra, je crois que c'est après ta victoire en demi-finale, il me semble. Landier de Truck les Chichis, ça fait référence à quoi? En fait, Landier Truck, c'est ma maman. Elle a des camions qui vendent des glaces, des gaufres, des churros, des chichis, Choux, beignets, boissons des fraîches. croustillons et tout ça. Exactement, mais sauf que elle, c'est dans le Finistère à Morgade, justement. C'est pour ça, c'était un petit big up. Je savais vraiment pas quoi écrire sur la caméra à ce moment-là. Bah voilà, tu gagnes trop de Donc, matchs, j'ai après il faut juste- trouver l'inspi. Non, Ok. ouais, voilà. Derrière, il y a mon frère, et ma famille qui me donnent des idées pour faire la caméra, pour faire des big up. Mais voilà, c'est des bons problèmes. Eh ben, on ira acheter des chichis si on passe par Morgate l'été prochain alors. Ah bah Fais oui. mes amitiés, Eh ben fais ouais, mes amitiés à passez- Julien. Ah bah oui, je lui passerai le bonjour. Ok. Merci beaucoup Valentin pour le temps que tu nous as accordé et puis à bientôt avec plaisir dans Retour Gagnant pour parler de tes prochaines victoires et tout ce qui va avec. Merci Valentin. Alors, ce tournoi de Hangzhou qui se tenait en même temps que celui de Chengdu en parallèle lance la tournée asiatique qui est sur la fin de saison avant la tournée en indoor en Europe. Et c'est vrai que cette tournée asiatique, on a le sentiment qu'elle souffre un petit peu d'intérêt à faire venir les meilleurs joueurs. On se demande si elle a un intérêt, la tournée asiatique, Georges Olivier. Il y aura les tournois de Tokyo et Pékin qui sont l'échelon du dessus par rapport aux ATP 250 de cette semaine. Donc, c'est des ATP 500. Et ensuite, le Masters 1000 de Shanghai. Ça fait un petit moment maintenant que le tennis s'est installé en Asie et particulièrement en Chine pour essayer de faire grandir ce sport là-bas. Mais on a le sentiment que ça s'essouffle un peu, que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, les meilleurs sont là. Hein. Tu disais que les meilleurs sont pas là. Ils sont là. Hein. Les Sinner, Alcaraz, on va tous les voir sur Eurosport d'ailleurs et sur HBO Max. Il y aura Djokovic Mais à Shanghai. tu as raison. On sent que l'énergie, le souffle qui a porté le tennis en Chine depuis une vingtaine d'années, un petit peu retombé. Hein. Il y a eu cette volonté de développer le tennis là-bas avec le Masters. C'était au début des années 2000. Oui. Il y a eu quelques éditions là-bas, puis c'est devenu ensuite le Masters 1000 de Shanghai. Mais on a l'impression que en ce moment, c'est un peu l'Arabie Saoudite. Tu
tu vois, qui a remplacé la Chine comme nouveau levier économique. Tu le vois bien, il y a le Masters Next Gen qui est à Riyad, il y a le Six Kings Slam aussi en Arabie Saoudite. On parle du Masters 1000 de 2027 en Arabie Saoudite. C'est vrai que ça n'a peut-être pas décollé comme on pouvait l'imaginer quand le tennis s'est installé là-bas il y a une vingtaine d'années. Alors des charges ne sont pas aidées non plus, il y a le calendrier. C'est vrai que septembre, ce n'est pas une super saison, c'est après le dernier grand chelem de la saison. Donc il n'y a plus rien qui te porte. Il n'y a plus rien qui te porte. Tu n'es pas là en préparation d'un dernier grand chelem. Pour les meilleurs, il y a peut-être la course au Masters. C'est encore un peu tôt, mais tu sens bien que septembre-octobre, c'est toujours une période un peu compliquée pour le tennis. Donc en ça, pour moi, ils ne sont pas aidés. Donc pour la lisibilité, c'est pas forcément évident. Mais on sent que le soufflet est un petit peu retombé. Il n'y a pas eu aussi l'émergence du grand champion chinois. Ça aussi, qui aurait pu les porter. Au début des années 2000, quand le tennis se lance là-bas, il y a Lina qui est une grande championne qui va remporter. Il y a les championnes, il y a les championnes. Chez les filles, oui. Chez les garçons, ça peine encore. Là, il n'y en a qu'un dans le top 100, par exemple, je regardais. Oui. Et ça passe par là, on a le sentiment que ce n'est pas encore ça passera un par là sport parce qui attire les Chinois. On voit des stades un peu vides, d'ailleurs. Mais moi, quand je vais être élu président de la Fédération internationale, un pays qui a 1,5 milliard d'habitants, je crée un 5e grand chelem en Chine. Et d'un seul coup, tout à la fin de l'année, et d'un seul coup, les joueurs, tout le monde ira. Tout le monde ira en Asie. À accueillir un. Non, mais tu as déjà fait le Masters et tu as un Masters 1000. Hein, oui. Il y a un Masters 1000. Il y avait une vraie volonté d'aller s'implanter là-bas, parce que c'est évidemment un énorme pays. Ils sont implantés là-bas. Ça ne va pas bouger. Hein. La clé, c'est d'avoir 1 ou 2 joueurs qui vont tirer le tennis vers le haut. Le public va venir parce qu'ils ont les installations. Ils ont des installations incroyables. Franchement, quand vous voyez la finale qu'on voit, quand on voit à Pékin le stade olympique où se joue, quand on voit à Shanghai, ils ont des installations superbes. Donc les structures, ils les ont. Il faut maintenant que le public s'intéresse plus au tennis en Chine. Mais dans un pays d'1 milliard, presque 500 millions d'habitants, je ne vois pas comment, à un moment donné, ça va pas démarrer. Alors effectivement, c'est lent, ça met du temps. Mais on en parlait avec Olivier, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est que ce qui va se passer en Arabie Saoudite ou au Moyen-Orient, c'est du tennis économique. Oui. Tandis qu'en Chine, on peut imaginer que le nombre de licenciés augmente, qu'il y a un vrai développement du tennis. Oui, mais au départ, il y avait quand même un intérêt marketing et financier. Mais derrière, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un vrai succès du tennis tout court. Ça passe par des champions. Ça passe par des champions. Et je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive en Chine qu'en Arabie Saoudite. Oui, mais c'est vrai que ça fait 25 ans et tu sens que le soufflet est quelque peu retombé. Roger Federer avait été un des ambassadeurs, on le voyait beaucoup. Superstar là-bas. D'ailleurs, il continue à y aller, même là, après sa retraite. Donc, il y avait des joueurs pour porter ça. Et là, Roger Federer ne joue plus. Novak Djokovic, qui est pas mal un ambassadeur aussi, il est plutôt sur la fin. Et quand même, les images de tournois où les tribunes sont vides, même jusqu'en demi-finale. L'année dernière, la finale de Tokyo entre Hugo Humbert et Arthur Fils. Alors attention, Tokyo, c'est encore un peu différent. Parce que le Japon, il y a une vraie culture tennis historique. Tokyo, ça existe depuis le début des années 70. Eux, ils ont des vrais champions. Tu vois, tu as Nishikori, par exemple. Il y en a des joueurs qui sont présents dans le top 100. Il y a une vraie culture tennis au Japon. C'est vrai qu'en Chine, pour l'instant, on sent que ça ne décolle pas comme il l'aurait souhaité. Alors justement, on a choisi de regarder un peu le palmarès des tournois de cette tournée asiatique. Tokyo au Japon, Pékin et donc le Masters 1000 de Shanghai, avec les vainqueurs. Et c'est vrai qu'il y a un peu un avant-Covid et un après-Covid, avec... Nadal, évidemment, et Federer ne sont plus là, mais là, 2023-2024, c'est Shelton, c'est Arthur Fils. À Pékin, Sinner Alcaraz, là. Oui, la finale de Pékin, c'est l'un des plus grands matchs de l'année. Hein. Oui, c'est vrai. Cette année, ils ne sont pas au même endroit. Hein. Non. Alcaraz est en samouraï, est déguisé en samouraï à Tokyo. Et Sinner est attendu à Pékin. On voit les images de cette finale exceptionnelle d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une absence de 3 ans à cause des restrictions. Donc, ils sont revenus en Chine pour disputer les tournois depuis 2 ans. Disons qu'économiquement, tu sens que c'est essentiel pour les filles. Il y a plus de tournois chez les filles. Je crois qu'il y en a 6. Oui, alors en Asie, il y a 11 tournois féminins. Et en Chine, rien qu'en Chine, il y en a 5 ou 6. Oui. Et tu sens que pour les hommes, c'est moins essentiel qu'avant. C'est ce que je te dis. Tu sens qu'avec l'Arabie Saoudite qui arrive,
ils sont installés durablement, il n'y a pas de souci, mais que c'est moins un enjeu désormais le marché chinois. Et c'est vrai que peut-être. Mais c'est vrai que ça décolle. C'est le sentiment qu'on a de l'extérieur que ça. Pas comme ça aurait dû n'exploitent prendre. pas aussi assez leur culture. Il faudrait peut-être. C'est vrai que les tournois ils se ressemblent un peu tous au niveau même des couleurs des cours. Il n'y a pas d'identité visuelle sur certains tournois plus que sur d'autres. Peut-être qu'ils gagneraient aussi à faire plus d'à côté, à mettre en valeur leur ville, innover un peu plus. Prendre l'exemple de la Lever Cup. Hein, on en reparlera après, mais c'est vrai que là il y a un peu, en comparaison de la Lever Cup qui vient de passer, on se retrouve sur cette tournée où c'est un peu plus dur visuellement. Puis alors, des charges, ils ne sont pas aidés par le calendrier. C'est quand même, on a des tournois qui démarrent en milieu de semaine, des finales qui sont le mardi, le mercredi. Absurde. On n'y comprend absolument rien. Même moi, je suis perdu. Là, il fallait que j'annonce le calendrier à Tokyo, Pékin. Je ne savais plus si c'était mercredi, jeudi. Non, mais c'est invraisemblable. Une finale le mardi, c'est quand même. Et donc, ça n'aide pas non plus bizarre. pour la lisibilité de cette tournée. Ça aussi, c'est aussi un écueil invraisemblable. Je ne comprends pas pourquoi on ne travaille pas là-dessus. Enfin, tant qu'ils ont un des Masters incontournables, c'est-à-dire Shanghai, ça va attirer des joueurs forcément pour jouer un peu avant et se préparer. Il ne faut surtout pas qu'ils perdent le C'est pas le Masters 1000 où il y a le plus de top joueurs en Shanghai quand même. Oui, mais Anne, il est mandatory, attention. Ah oui, il est obligatoire. Il est dans les mandatory. Donc quand c'est mandatory, rappelons-le, c'est un tournoi où les joueurs qui rentrent dans le tableau n'ont pas le droit de ne pas venir. S'ils ne viennent pas, exceptions, il y a quelques dérogations. Oui, quelques dérogations. S'ils ne viennent pas, ils payent une amende et ça leur compte zéro tournoi aussi, et pas de points. Donc, et à la fin, en plus, tu cumules, tu gagnes de l'argent à la fin si tu as participé à tous les Masters 1000. Tout à fait. Il y a deux Masters 1000 qui ne sont pas mandatory, c'est Monte Carlo et c'est Paris. Parce qu'ils sont sur une semaine, donc ils ne sont pas obligés de disputer ces tournois. Donc, tu ne peux pas dire que Shanghai, ils n'y vont pas, c'est pas vrai ça. À Paris, oui. Là, pour le coup, à Paris, on pourrait en débattre. C'est souvent un problème. À Shanghai, non, les joueurs. Oui, ils y vont, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours au rendez-vous des finales. Il y a quand même. Est-ce que vous vous souvenez, vous, d'un grand match, d'une grande finale, d'un coup d'éclat à Shanghai? C'est pas forcément le Masters 1000 qui. Oui, mais après. Qu'on retient le plus, c'est aussi parce que c'est la fin de saison et que les joueurs sont fatigués. Je peux te dire la même chose sur Toronto et Cincinnati. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est l'histoire de calendrier, de place dans le calendrier aussi. Toi, Toronto, Cincinnati avant l'US, tu ne regardes pas ça pendant l'été. Deux déjà. Oui, mais je ne veux pas être désagréable avec toi. Le circuit, il est comme une orange, il est tronçonné en quartier. Oui. On démarre l'année avec l'Australie, on prépare l'Australie en Australie ou au Moyen-Orient. Derrière, on vient un peu en Europe et on va préparer Indian Wells qui est Biscayne. On est d'accord. Derrière, on passe sur la terre, il y a Roland-Garros. Une fois que la terre est finie, on va sur herbe, il y a Wimbledon. Oui, là, il n'y a pas de place pour l'Asie. Donc toi, ta proposition, c'est d'enlever le Masters 1000 de Shanghai et de mettre un grand chelem à la place. Pourquoi? Mais non, attends. Le marché asiatique, il faut respecter le marché asiatique. Mais en plus, ça, c'est un peu notre regard d'occidentaux sur. Non, mais je dis pourquoi pas, pour relancer, mettre de l'intérêt, pourquoi pas un 5e grand chelem dans un pays où il y a 1,5 milliard d'habitants quand même. Vous voyez, c'est. Oui, mais pas. Nous, on a je pense que proportionnellement, le nombre de licenciés. Non, mais nous, on a 2 grands chelems en Europe. On est hyper privilégiés. On a 2 grands chelems en Europe. Oui, mais tu n'en as pas en Amérique du Sud non plus. Il n'y en a pas en Amérique du Sud. Il y en a en Amérique tout court, et il y en a en Australie, et il n'y en a pas en Asie. Moi, je voterais pour qu'il y en ait un en Asie. Et tu vois, on débat, et puis ça se trouve, on n'aura que des matchs de dingue. C'est tout. Mais oui, mais ça ça n'enlève rien, mais pour attirer les joueurs. Donc, elle a quand même un intérêt. Mais évidemment. Ah bah oui. Regarde par exemple. Au moins pour les Français, parce que c'est vrai que souvent il y a les. Tokyo. Déjà, je te parle de Tokyo. On a eu que des matchs de dingue avec Arthur Fils. Tu as eu la finale de Pékin l'année dernière qui était extraordinaire entre Alcaraz et Sinner. Tu as des tableaux hyper denses, vraiment, à Pékin. Là, on en parlait pendant la finale de Hangzhou. C'est complètement fou. C'est un Masters 1000, en fait, le tournoi de Pékin, même celui de Tokyo. Donc, non, évidemment. Et puis, il faut respecter le marché asiatique qui a droit aussi à sa tournée. Mais tant que, évidemment, ce sera placé à ce moment-là de la saison, je pense qu'ils auront du mal à développer considérablement le tennis là-bas, surtout qu'en effet, on avait le sentiment qu'on s'appuyait beaucoup sur Federer et sur les superstars du tennis il y a 20 ans. Ces superstars-là ne sont pas là. Oui, mais là, maintenant, ça y est, ils vont peut-être s'appuyer sur Sinner Alcaraz. On a vu les images à Tokyo où Alcaraz est attendu. Il y a du monde pour avoir des autographes. Tokyo, c'est différent. Oui, mais...
Voilà, les fans de Carlos Alcaraz. Le à pauvre. Tokyo. Moi, ça me fait de la peine. Ils n'ont pas actualisé la photo, par contre, il a plus cette coupe de cheveux. Le pauvre Carlos Alcaraz, il a fait la Lever Cup, on l'a mis sur un bateau pour l'amener à Alcatraz, il débarque ici, Juste il pour le descend de jeu de l'avion, mots. hop, on le met en samouraï, il va revenir en Europe, on va le mettre en tenue traditionnelle autrichienne ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, Pourquoi qu'il va à la c'est un peu... C'est dur, quoi. Il doit être en plus totalement jet-lagué, pas évident, quoi. Ça a l'air d'aller. C'est pas l'usine, mais... Bah là, il y est, hein, on le voit en direct. ouais. Dans sa voiturette. Ah Ça, oui. tu vois, Bon, c'est mais la ça, star. Tous les joueurs y ont droit, hein, pour aller Oui, heureusement du qu'ils font pas vestiaire de au différence, cours. quand même. Ouais. Mais ce serait intéressant de voir comment il va se comporter, hein, parce qu'il va peut-être être un peu fatigué quand même. Hein. L'enchaînement est rude, hein, même si c'est que la Lever Cup. L'enchaînement est rude. Il va quand même disputer ce tournoi de Tokyo en préparation donc du Masters 1000 de Shanghai. Et après avoir disputé la Lever Cup, transition vers le dernier sujet. Cette Lever Cup, cette exhibition un petit peu hybride. Faites pas T'as plaisir à Federer en disant pas le ça. droit de dire exhibition, t'as une amende, hein, sinon. Hein. C'est une exhibition. Ah non, t'as pas le droit de dire. Si C'est t'es là-bas, pas un si t'es tournoi. joueur, t'as Il pas n'y le a droit de pas de dire. point ATP. Si t'es joueur, t'as pas le droit de dire que c'est une exhibition. Si tu participes à la Lever Cup. Ah bon? Ah bah oui, t'as des éléments de langage à respecter. Ah bah attends, c'est Monsieur Federer qui a mis ça en place. Et parfois, ils ne comprennent pas tout aux éléments de langage. On a vu sur le double mixte à l'US Open, ils n'étaient pas tous d'accord sur le fait que ce soit un vrai tournoi du Grand Chelem ou une exhibition. Eh oui. La Lever Cup, en tout cas, a sacré la Team Monde face à la Team Europe. Et dans cette Team Monde, il y avait Taylor Fritz. C'était la tête d'affiche de l'équipe monde, mais très américaine hein, quand même. Il y avait Cerundolo et De Minaur, mais sinon, c'était beaucoup d'Américains. Et il a eu des sacrées victoires, Taylor Fritz, dans cette Lever Cup, face à Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, et face à Alexander Zverev, numéro 3 mondial. Il a d'ailleurs amené le point décisif pour que l'équipe remporte ce match. Quelle valeur on peut accorder à ces victoires, lui qui, par exemple, n'avait jamais battu Carlos Alcaraz avant? Aucune. On n'est pas d'accord. Moi j'ai commenté tous les soirs hein, C'est une pour ça, partie Georges, des que matchs. t'es précieux. J'ai pas commenté le match de Fritz contre Alcaraz, mais sur les autres matchs, moi j'ai vu des joueurs qui se donnaient à fond. Personnellement, hein, j'ai pas eu le sentiment qu'ils étaient là pour faire quelque chose et juste prendre un peu de plaisir et des sous. Ils s'engageaient. Alcaraz, je pense que c'est un accident. Il n'était pas bien ce jour-là, parce que le jour d'avant, il gagne le double, il joue bien et on le sent motivé. Et le dernier jour, il est motivé à fond, quoi. Donc, j'avais pas le sentiment d'être dans une exhibition entre copains où on se fait plaisir. Et j'ai l'impression que les joueurs de Minor, il est à 1000% là-dedans. Je vous parle pas d'Agassi, le capitaine, parce qu'il y a quand même un capitaine comme Davis. Non. Franchement, moi, c'est la première fois que j'étais dedans. Ça m'a bien plu. Ça a une dimension un peu nouvelle avec les joueurs au bord du court qui aident coach, qui encouragent, qui parlent, les gens se parlent. Par exemple, à Cerundolo, qu'on voit souvent tendu comme un string pendant les matchs, il fait une tête pas terrible. Là, on le sentait épanoui, heureux de jouer. D'ailleurs, il a très bien joué. Voilà, donc... Mais justement, est-ce qu'il joue très bien parce qu'il n'y a pas d'enjeu ? Il joue très bien parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'enjeu. Après, moi, je ne remets pas en cause la qualité de l'événement, la mise en image. C'est très, très bien produit. Je pense qu'on pourrait s'inspirer. Je pense que l'ATP, de nombreux tournois, pourraient s'inspirer justement de la mise en scène, de la mise en image, l'éclairage. C'est vrai que c'est magnifique. Il y a une vraie identité, il y a une vraie couleur autour de cette exhibition, mais ça reste une exhibition. Ce n'est absolument pas un tournoi officiel. Toi-même, tu le dis, Cerundolo, il a le sourire parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce qu'il n'y a pas de points. Il faut arrêter d'essayer de nous le vendre comme une compétition officielle. C'est une exhibition, c'est une super exhibition, et c'est très bien comme ça, mais que l'on n'essaie pas de nous le vendre pour autre chose qu'une simple voulez que exhibition. Vous voulez que des joueurs qui pleurent, qui souffrent, qui ne sont pas épanouis et heureux. Mais bien, pas très motivé voilà, quand tu viens de remporter 2 grands chelems. C'est un spectacle pour faire la promotion du tennis, et pourquoi pas. Simplement, pour moi, ça n'a pas sa place en septembre. Et puis, il y a un problème de périodicité aussi. Il ne faudrait pas que ce soit tous les ans, mais plutôt tous les 2 ans ou tous les 4 ans même, je ne sais pas, pour faire comme la Ryder Cup ou une Coupe du Monde de foot, si tu veux vraiment rendre l'événement exceptionnel. Mais juste, donc, ça reste pour l'instant une exhibition, même s'ils n'ont pas le droit de le dire. Je vous lis ce que déclarait Taylor Fritz l'an passé quand on parlait des exhibitions. Ouais. Jouer une exhibition et jouer un tournoi ATP, c'est incomparable, physiquement et encore plus mentalement. Par bien des aspects, une exhibition, c'est comme une semaine de repos, et ça ne devrait pas être comparé au fait de jouer un tournoi d'1 semaine sur le circuit.
Ça, c'était parce qu'on lui disait, il parlait du calendrier et on lui avait rétorqué, bah oui, mais vous allez faire des exhibs aussi, donc vous Taylor étonnez pas d'être Fritz disait fatigué. ça l'an passé. Donc tu vas pas maintenant me faire croire que parce qu'il a battu Il a changé Carlos d'avis. Alcaraz à la Lever Cup, On évolue, on peut changer d'avis. on va considérer que c'était une victoire à comptabiliser officiellement, sachant que C'est comptabilisé sur c'est ça le dans les drame. statistiques de C'est ça l'ATP. le drame, c'est que sur des statistiques de l'ATP, maintenant, il y aura marqué que Taylor Fritz compte une battu une victoire fois. face à Carlos Alcaraz. Et alors là, attention, parce que si un journaliste ose prétendre que Fritz a battu Alcaraz en compétition officielle, moi je lui brûle sa carte de presse. C'est pas possible. Mais non, mais, Il n'y a aucune nuance, mais non, mais tu peux pas. aucune mesure. Non, mais c'est Je impossible. vais chez lui, je prends sa carte T'imagines, de tu presse, présentes ouais. un match, un face-à-face entre les deux hommes à Wimbledon ou à l'US Open l'année prochaine, et tu vas aller dire Attention, attention, il l'a il l'a déjà battu. fait. Attention, il l'a déjà fait, il peut donc le battre à nouveau. Non. Et encore une fois, ça n'enlève rien au crédit de ce tournoi que je trouve plutôt pas mal à suivre. Dans l'absolu, c'est vrai que c'est Non, mais ce qu'on rigolo, peut il y a dire quand des même, c'est que images. Fritz, on a senti qu'il jouait hyper libéré contre Alcaraz. Il était très agressif. Il y avait moins l'attention de l'événement parce qu'évidemment, il n'y avait pas en jeu une finale de Grand Chelem ou même un titre. Hein, lui qui a été en finale de l'US Open l'an dernier face à Sinner. Donc peut-être qu'aussi le fait d'être plus relâché, ça permet d'aller chercher des perfs. C'est pas forcément qu'il a joué contre un Alcaraz pas motivé, c'est que lui, il a mieux joué que d'habitude. Ça, c'est possible. Georges Ouais, d'être puis, meilleur moi, quand il n'y a pas d'enjeu. moi, ce que j'aimerais surtout savoir, c'est la marque de piles qu'utilise Agassi, parce qu'elles sont exceptionnelles, les piles qu'il utilise. Il C'est doit des piles changer souvent, rechargeables. d'ailleurs. Il doit en changer souvent. Non, mais Fritz, il a été très bon. Si on veut être un peu dur et parler un petit peu des joueurs eux-mêmes, De Minaur a été exceptionnel, Fritz a été exceptionnel, Zverev a été pas bon du tout. Finalement, c'est un peu à l'image de ce qu'ils sont, non de leur saison. Alcaraz, il a été absent un jour, voilà. Bon, un peu à l'image de ce qu'il est capable de faire. Un peu moins cette année, il y a eu moins de courants alternatifs voilà, pour Alcaraz, donc, mais Zverev en Et dessous. Yannick Noah, il était comment comme capitaine alors moi, j'ai pas trop suivi. Hein. C'était Alors, la nuit à San Francisco. C'est dur pour moi de parler d'Yann parce que je le connais depuis tellement longtemps, c'est un mec que j'adore. Je l'ai trouvé un peu en dedans sur la chaise. Et moi, j'attribue ça à une chose. Je ne l'ai pas trouvé avec son énergie et sa verve habituelle. Je pense qu'il était un peu en dedans parce qu'il ne connaît pas très bien ces joueurs-là. C'est ça, c'est Et d'habitude, lui, c'est les pas autres évident. joueurs français. Là, Je pense que la mayonnaise a mieux monté avec Agassi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il les connaît Voilà, ouais. J'ai eu le sentiment que souvent, Yannick, il était un petit peu en dedans. Et j'attribue ça au fait qu'il ne les connaît pas, ces joueurs-là, beaucoup, parce que Federer l'appelle, il est au bord de l'eau au Cameroun, et il lui dit viens faire la coupe. Voilà, il n'est plus sur le circuit. Yannick, vous voyez, par moments, je l'ai trouvé un petit peu décalé, mais il a dit qu'il a pris un kiff super, qu'il s'est régalé. Oui, et je pense que l'année suivante, il sera mieux. Là, il sera encore mieux. Alors, il y a quand même, et ça c'est Laurent Verne d'Eurosport.fr qui nous l'avait signalé, pour mettre de l'eau au moulin du fait que Taylor Fritz il a fait ses perfs là et peut-être que ça va donner autre chose, c'est que en 2022, Félix Auger-Aliassime dispute la Lever Cup. Il bat Novak Djokovic. 2022, Novak Djokovic est le joueur qu'on connaît. Et derrière, il réalise un automne canon. Il va remporter 3 titres de suite, lui qui avait échoué beaucoup en finale. Florence, Anvers, Bâle. Donc, je peux pas croire que Laurent, qui est un puriste, mais non, mais une victoire contre Novak Djokovic, même si c'est en Lever Cup, ça reste une victoire contre Novak Djokovic. Le technicien, c'est Georges. Surtout 20 000 personnes dans le stade, retransmis à la télé, c'est pas une exhibe qui passe sous le coude, quoi. Tout le monde la regarde. Il va rester ce match. Il va donner. Peut-être qu'Alcaraz, lui, ça va pas le toucher. Je suis pas sûr que ça le. Oui. Mais je pense que Fritz, ce match pour lui était intéressant. Parce qu'il va dire, mais j'ai prouvé que je peux le battre dans un événement extrêmement important. Il en a battu des top 10 Taylor Fritz. On a la petite stat, 8 victoires, 7 défaites depuis un an. Alors, il aime bien battre Zverev. Mais Zverev a eu beaucoup de défaites contre les joueurs du top 10 cette année. J'ai 2 contre De Minaur, une contre Alcaraz donc, et une contre Medvedev, on les comptabilise. Et sinon, il a perdu contre Sinner, Alcaraz, Djokovic. C'est un peu son problème. Je regardais les stats en Grand Chelem. Contre le top 5, c'est 2 victoires et 11 défaites. Oui. Et ces 2 victoires, c'est Zverev. Ouais, c'est ça qui lui manque encore un petit peu, même si maintenant, c'est un vrai top 5. Quoi. Il s'est installé dans le top 5. Bon, il varie top 4, top 5. Mais c'est vrai que maintenant, avec sa demi-finale à Wimbledon, il a une vraie crédibilité à se retrouver là. Il a fait quand même finale au Masters, finale à l'US Open aussi.
Mais il a un ton en dessous quand même des deux cracks. Oui, Deux ça. tons même. L'avenir nous dira si Laurent a raison, si la fin de saison de Fritz est Alors, écrite. Laurent, te il dire disait pas qu'alors que ça là, je allait vais être un l'attendre. déclic Le pour, prochain non, non, Fritz il nous a Alcaraz. signalé la stat en nous disant que Le voilà, prochain Fritz Félix, Alcaraz officiel, je vais l'attendre. Après, si Taylor Fritz gagne, je m'inclinerai. c'est vrai que pour l'instant, sa seule victoire, ce sera en exhibe, mais comptabilisé. Si un jour dans je les commente tourelles. Fritz Alcaraz, Alors là, je ne vais parle t'écouter pas attentivement. je n'ai pas un mot pour le Donc match il y a de la Lever 2-0 Cup. pour Alcaraz dans les face-à-face, puisqu'il y a une victoire à la Lever Cup et une défaite. Ça ne peut pas Donc ça, on compter. compte Je te pas. rappelle que le Masters Next Gen compte désormais officiellement dans les face-à-face. Des matchs avec des sets en 4 jeux. Pas possible. Oui, mais ça reste un tournoi installé, là, pour le coup, le Master Next. Oui, même oui, si non, c'est mais pas les d'accord. mêmes. La prochaine fois, on les fera une mêmes bâche et puis on comptera aussi. Nous avons, Bah, ça peut être sympa. Oui, oui. nous avons affaire à un puriste à l'ancienne. En plus, c'est pas vrai parce que. Pas tant que ça, Pas il a tant que des, ça. il a des propositions très loufoques, Ah ouais, Olivier. ouais, tu me lances. vrai Tu me lances sur les formats en Grand Chelem. Déjà, Attention, il je veut peux être chaud. enlever les 5-7. Ah non, je les enlèverai la première semaine des Grands Chelems. Mais bon, alors là, je vais me Alors faire qu'on a cueillir. bien vu qu'il n'y avait pas de match en 5-7 dans la deuxième semaine de Grand Chelem. Moi, je cette année. t'enlèverai ça, hop, la première semaine, puis à partir des 8e ou quart, crac, on revient en 5-7. Vous me faites mal, moi qui ai connu les grands chelems où dès le premier tour des qualifs, on joue en 5-7. Eh oui. Ouais. Il y a pas mal d'années, mais il y a eu une époque. T'étais plus résistant, toi, à l'époque. Georges, tu pouvais C'était enchaîner. 5-7 dès le premier tour des qualifs. Non, mais tu vois, par exemple, moi, à la place de la Lever Cup, je garderai le nom Lever Cup, mais je ferai un peu comme le All-Star Game, tu sais, en NBA. Ouais. Tu vois, je ferai une super exhibition, j'inviterai les 15-20 meilleurs joueurs du monde, puis tu fais 3 jours de festivités avec, tu vois, des jeux d'adresse, un peu comme le concours à 3 points, mais là, tu fais avec le service ou je ne sais quoi. Voilà. Surtout qu'ils aiment ça, les joueurs. Mais On voilà, voit, les joueurs, vidéos, ils adorent ça. de Et puis, Djoko qu'est-ce avec qui compte? Sabalenka. Qu'est-ce que tu retiens de la Lever Cup? Ce sont les fameux moments, puisque maintenant, on ne parle plus que de il y en a pas eu moments à trop, mettre hein, sur les cette année. réseaux sociaux. Ben là, au moins, le All-Star Game en basket, tu n'as que ça. Des séquences que tu peux mettre après sur Instagram, sur X ou que sais-je encore. TikTok, Voilà, par exemple. puisque Et voilà, les jeunes. tu vois. Et Faut je attirer des nouveaux trouve que là, spectateurs, parce que la TP ce cherche serait à faire. sympa. Je pense que Et plus tard, alors. Oui, tu le fais en fin décembre. novembre, Ouais, décembre, voilà, après le ouais. Masters, tu fais une grande fête du tennis, 3 jours de Tu regardes festivités. ça, toi, au Star Game non, de non, mais Olivier je pense Quentin que surtout Federer devant sa télé, il est en train de faire un début de jaunisse là. En entendant. On l'embrasse. Olivier. On l'embrasse. Roger, t'en fais Bah, pas. qu'il vienne en parler dans le retour Mais gagnant. oui, L'invitation est on lancée, l'adore, hein, on l'adore. modestement. Voilà. Oui. Il n'y a pas eu que des moments, comme dit Olivier, à la Lever Cup. Il y a eu des très beaux points aussi. Et on va se quitter avec le top 5 points de la Lever Cup. Merci Georges, merci Olivier. C'était un Mais il y a- plaisir. La volée de revers. Ah ouais. On pense l'a que celle-là. Ah bah, celle de Carlos je reste Alcaraz, à pour mon regarder avis. ça alors. On ne spoil pas, Allez. mais les 5 plus beaux points de la Lever Cup. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau retour gagnant. Bye bye.